Bon, merci à tous les trois d'être là pour cette première table ronde. Vous l'avez dit, Sybille, on parle de plus en plus des aidants. Le sujet fait son chemin progressivement. On les entend, on les voit, notamment grâce à la campagne là, que vous venez de déployer avec AXA. Le sujet a été pris en compte déjà il y a un moment chez AXA. Vous avez été pionnier, comme le disait Sybille. Qu'est-ce qui a été à l'origine de la prise de conscience? À quel moment, quand vous vous êtes dit il y a un sujet et comment est-ce qu'on prend ces aidants en compte? Est-ce que vous pouvez nous raconter cette prise de conscience? Merci beaucoup. Alors tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Et puis encore une fois, je suis ravie d'être présente aujourd'hui parmi vous et de participer à cette table ronde. Et effectivement, pour revenir sur la genèse, en réalité, je pense qu'elle est multidirectionnelle, si je puis dire. Donc d'une part, évidemment, et de manière assez... je dirais, légitime dans le cadre de notre activité en tant qu'assureur. C'est un sujet autour de la dépendance et du vieillissement de la population qui nous est apparu rapidement. Vous ne m'entendez pas? Pas très bien. Qu'est-ce que je peux faire pour... Pareil. Ah, c'était pareil. Ça serait mieux? Vous ne m'entendiez pas? C'est mieux là? Ah, d'accord. Alors, est-ce que c'est mieux? Ah, un petit peu mieux, non? Encore un peu. Bon, la régie, on compte sur vous. Il y a des personnes âgées. L'audace n'a pas d'âge. Est-ce que pour le son, c'est bon pour vous tous? Je vois encore des mains. Oui? Ça vous convient? Alors, on est parti. Alors, donc, pour répondre à cette question, d'où est partie, je dirais, l'accélération de notre engagement, ou en tout cas l'évidence de la nécessité d'avancer tous ensemble chez AXA sur le sujet. Donc, je répondais en disant qu'évidemment, c'est inhérent à notre métier d'assureur. Donc évidemment, le vieillissement de la population, notre rôle notamment sur la dépendance, sont évidemment des facteurs qui assez tôt nous ont fait réfléchir et travailler sur ce sujet. Vous mentionniez une campagne effectivement récente que j'espère que vous avez vue ou lue sur les abribus ou dans les journaux, à laquelle on tient particulièrement et qui effectivement met en exergue une offre qui est la nôtre, Entourage, pour accompagner les aidants dans ces moments particuliers. Donc évidemment notre rôle d'assureur, mais aussi notre rôle dans la société. Nous sommes évidemment mécènes extrêmement engagés, et en 2018, à titre d'illustration, nous étions déjà engagés auprès d'une association qui s'appelle France Répit et qui ouvrait sa première maison du répit à Lyon, qui en ouvrira bientôt une à Boulogne-Billancourt, pour effectivement accompagner les aidants et leur offrir une respiration dans un quotidien évidemment souvent difficile, et faisant l'objet de pression en termes de santé mentale et d'équilibre de vie professionnelle et personnelle. Et là, c'est aussi un élément, je dirais, assez clé de notre engagement sociétal. Et puis évidemment, je finirai en tant que DRH par le volet employeur, qui est un volet évidemment qui nous habite au quotidien. C'est tout simplement regarder la population des équipes d'AXA France, donc un peu plus de 13 000 collaborateurs, dont un peu moins de 40% ont plus de 50 ans. Et effectivement, prendre en compte leur feedback, leurs besoins, et tout simplement constater que ce sujet était grandissant et une attente réelle parmi eux. Et ça, c'est quelque chose qui nous a amené dès 2020, effectivement, à concevoir des dispositifs, notamment accompagnés dans le cadre de notre dialogue social avec les partenaires sociaux, pour avancer sur ce sujet et offrir des solutions concrètes. Oui, alors voilà, il y a la question des solutions concrètes, parce que on est au-delà de l'affichage. Voilà, la campagne, c'est la face, la partie émergée de l'iceberg. Vous faites beaucoup de choses en interne. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de ces solutions, parfois peut-être très simples, hein. J'imagine qu'il y a des choses qui sont un peu plus complexes et puis des choses très simples qui ont été mises en place pour que ce soutien à la fois soit réel et puis que les aidants s'emparent des solutions que vous mettez en place. Volontiers. Alors d'abord, je pense que ce qui est important, ça a été souligné de manière introductive par Sybille, c'est d'écouter les besoins concrets des collaborateurs. Évidemment, le nerf de la guerre, c'est la flexibilité et l'organisation. Donc, on a beaucoup de dispositifs. Le télétravail nous y aide, évidemment, de par la nature de nos activités, les formules de temps partiel. Les dons de jours sont aussi quelque chose qu'on a mis en place avec un abondement de l'entreprise par tranche de 5 jours. Et on voit que c'est quelque chose qui fonctionne très, très bien et qui donne un vrai coup de pouce dans les moments qui comptent. Donc, beaucoup de travaux autour de la flexibilité et de l'organisation du temps de travail. Évidemment, un accompagnement sur la dimension psychologique, parce qu'être aidant, c'est de la charge mentale, c'est une nouvelle expérience de vie, c'est être capable de conjuguer toutes ces vies
et de faire face à ces potentielles difficultés. Donc on travaille beaucoup la pérédance et notamment des groupes de parole entre aidants facilités par des psychologues évidemment professionnels qui puissent accompagner les aidants dans ce parcours. Je vois dans la salle, et je la remercie pour ça, Sylvie Leroy. Nous offrons aussi des coachings. Sylvie est coach et nous avons avec elle décidé de dédier son temps pour accompagner et coacher des collaborateurs aidants au cours effectivement d'une temporalité nécessaire à leur accompagnement en proximité. Et ça, c'est quelque chose qui fonctionne très bien et je la remercie encore pour cela. Nous savons, et ça a été évoqué là aussi, que la jungle administrative, la capacité à trouver son chemin, les bonnes orientations, les bons contacts, que ça soit sur un plan administratif ou médical, c'est véritablement un besoin extrêmement fort pour les aidants. Donc à cet égard, et je remercie là aussi mon équipe, on a beaucoup avancé sur des guides très pratico-pratiques qui mettent en lumière à la fois les ressources du gouvernement, la boussole aidant par exemple, ou beaucoup d'autres points de contact évidents, avec un accompagnement, un care manager, c'est-à-dire un point de contact dans les équipes auquel les collaborateurs puissent s'adresser pour se faire accompagner et aider. Et last but not least, parce que comme on dit en anglais, ce qui est important, c'est évidemment la culture de l'entreprise, la culture de l'aidance. On parle du care. Le care, c'est simple, c'est être au rendez-vous dans les moments qui comptent pour les collaborateurs. Donc l'aidance est un moment clé. Il y a malheureusement d'autres moments dans la vie d'un collaborateur. Dans les moments moins heureux, il y a évidemment la parentalité qui, évidemment, est plus joyeuse, en tout cas a priori. Mais par exemple, les violences faites aux femmes et intrafamiliales sont un de ces sujets sur lesquels nous nous concentrons également beaucoup chez AXA. L'aidance, c'est un autre des sujets. Ce qui compte pour nous, c'est de développer des ressources pour effectivement accompagner les collaborateurs et être au rendez-vous et générer à la fois de l'engagement, mais aussi de la flexibilité dans l'organisation et pouvoir prendre soin de leur santé. Et je veux évoquer évidemment le sujet de la santé, et notamment de la santé mentale, parce qu'il y a beaucoup d'adhérence entre ces sujets, l'emploi des 50 ans et plus dans l'entreprise. La charte Landois et Sybille en parleront évidemment encore mieux que moi, puisque c'est un vrai sujet qui, je dirais, englobe ces différentes thématiques. Mais la santé physique, évidemment clé. On offre des bilans de santé à partir de 40 ans, renforcés à partir de 50 ans. Et on vient de mettre des dispositifs depuis maintenant plus de 2 ans autour de la santé mentale, avec une formation qui sortira d'ici quelques mois, un réseau de secouristes en santé mentale. Là aussi, on vient de signer très récemment un très joli partenariat avec l'UNEFAM pour accompagner les collaborateurs aidants qui, effectivement, accompagnent des proches en situation de difficulté psychologique. Autant de sujets qui s'interconnectent les uns aux autres. Et ça, c'est vraiment très important. Lever les tabous, mettre à bord toutes les équipes, RH bien sûr, le management, et créer une culture de confiance où les gens activent, se sentent autorisés à évoquer leur situation et activent ces dispositifs. Et je finirai là-dessus parce que le maître mot, c'est l'activation. Sinon, ce sont de très belles campagnes, mais elles ne servent à rien. Ça n'a pas... Mais justement, comment est-ce qu'on crée ce climat de confiance? Parce qu'aujourd'hui, on voit que les entreprises essayent. Bon, parfois, ça commence simplement par un temps d'information, un webinaire. Et en même temps, les salariés aidants, bon, je pense qu'il y a aussi de la pudeur. Parfois, ils ont envie peut-être de cloisonner. Ils n'osent pas. Ils ont peur d'être stigmatisés. Ils ne se reconnaissent pas comme tels. Toujours est-il que ces dispositifs existent et que, du coup, les personnes ne s'en emparent pas. Comment est-ce qu'on crée le climat de confiance, c'est-à-dire donner l'impression aux salariés que c'est authentique cette démarche, qu'on n'est pas dans simplement des belles paroles et que le dispositif peut s'en emparer et que si on s'en empare, on ne sera pas jugé comme étant peut-être un salarié moins en forme, moins efficace que les autres. Alors d'abord, je pense que le cadre de tout cela, c'est la culture de l'entreprise. Et créer une culture d'inclusion et de diversité, c'est fondamental. Voilà, c'est le terreau, me semble-t-il, premier. Et donc, évidemment, ça va contribuer au sujet de l'aidance et effectivement de l'activation. Mais à mon sens, ça va bien au-delà et ça embrasse en réalité toutes les composantes de l'inclusion dans la société. Donc ça, je dirais que c'est un premier mot très important. Et évidemment, la deuxième chose, c'est tout simplement la consistance et le témoignage des collaborateurs. C'est-à-dire la manière dont on les a accompagnés, la manière dont on a su respecter leurs souhaits de confidentialité ou leurs souhaits de parole, dont on a su répondre de manière très concrète à leurs besoins, de manière éclairée, bienveillante, mais encore une fois très pragmatique. Je pense que c'est un chemin et effectivement, il faut l'accompagner de manière proactive. Donc la communication joue un rôle, mais le témoignage des aidants eux-mêmes, me semble-t-il, est déterminante.
Et par ailleurs, tout ce qui ne se mesure pas n'existe pas. C'est définitivement un adage auquel on croit beaucoup. Et on communique également sur les chiffres d'activation des dispositifs qui sont mis à disposition. Typiquement, et on voit en cela un progrès, même si notre conviction, c'est qu'il y a encore beaucoup de collaborateurs qui peuvent bénéficier de ces dispositifs, c'est qu'en l'espace d'un premier semestre cette année, on a doublé le taux d'activation comparé à une année entière l'année dernière. Donc je le prends comme un signe positif parce que ça montre que les collaborateurs se sentent de plus en plus autorisés se sentent en confiance, se sentent accompagnés et donc activent les dispositifs. Encore une fois, je pense que c'est le début de la trajectoire, qu'il faut continuer sans cesse à renforcer ces messages positifs, mais véritablement mesurer et communiquer sur cette mesure. Pour moi, c'est une manière de montrer concrètement, comme par exemple sur un autre sujet, les congés de parentalité, c'est-à-dire, vous vous rappelez que les papas ou les coparents prenaient pas si facilement que ça les dispositifs. Communiquer sur le taux d'activation, c'est montrer que l'entreprise est bien au rendez-vous et qu'elle est sincère et authentique dans son offre et dans sa démarche. Pour moi, c'est clé. Ouais. Cyril Lemaire, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une vraie prise de conscience des entreprises en France? Alors pas seulement des pionnières, c'est vrai qu'on parle, voilà, que ça c'est formidable ce qu'ils font, la Poste aussi, ça représente quand même pas, hélas, pas tant de salariés que ça à l'échelle de la France. Est-ce que vous sentez quand même une envie des entreprises, ne serait-ce qu'une curiosité sur le sujet, une envie peut-être d'activer des choses, de s'interroger? Alors, si on a envie d'être positif, je ne sais pas si on m'entend, c'est bon? Ouais. Généralement, j'ai la voix qui porte. Oui. Cependant, on a quand même encore une journée des aidants. Et en fait, les aidants vous diront, moi, je suis aidant toute l'année. Donc, c'est un peu ça le sujet. C'est-à-dire qu'on se mobilise, tout le monde, vous êtes présents ce matin et je vous en remercie infiniment. Les entreprises s'intéressent à ce sujet. Mais je ne peux pas vous garantir qu'elles vont toutes, demain matin, lancer un programme. On va les tester, puisque c'est la raison pour laquelle on lance une mobilisation au sein du club. La même chose, on l'a fait sur la question de l'âge en entreprise. On leur a dit, il y a un moment, tu y vas ou tu y vas pas. Mais ce n'est pas un truc qui est en l'air. Parce que le problème que nous avons, c'est qu'il y a une conscience personnelle des gens, de ce qu'ils vivent le matin, quand ils se lèvent. Et on a eu la même question du côté des seniors. Personne ne se lève le matin en se disant qu'il est senior. Les gens se lèvent le matin en se disant ce qu'ils ont à faire et comment ils vont le faire. Les aidants, on le voit, les chiffres sont là, encore une grande partie d'entre eux ne se lèvent pas en se disant « Tiens, je suis aidant. Je vis avec. C'est quelque chose avec lequel je me lève, c'est quelque chose avec lequel je me couche. » Donc, le vieux, c'est pas l'autre. Et l'aidant, c'est pas l'autre non plus. Parce que la seule question que vous devez vous poser, c'est à quel moment vous allez être aidant. Donc ça, c'est la première chose. Anticiper. Ça veut dire que les entreprises... En fait, il faut un choc de sensibilisation et de prévention. C'est ça, les deux choses qu'il faut. Sensibilisation, prévention. De dire, en fait, le truc qui te semble te passer à côté, c'est le collaborateur, c'est achat. Non, fondamentalement, ça va t'arriver. Donc, le plus tôt, le mieux, pour pouvoir anticiper sereinement ce qui va arriver. Donc ça, c'est un premier fait. Et il y a là, par contre, une prise de conscience des entreprises. Et moi, je pars du principe que les entreprises, c'est pas qu'elles ne veulent rien faire, c'est que souvent, elles ne savent pas quoi faire. Donc, on va partir de ce principe-là et se dire que nous allons, en fait, organiser, justement, ces solutions. Parce que là où je suis admirative, c'est que les associations s'en sont saisies, mais depuis très longtemps. Donc je vois effectivement le collectif Je t'aide avec qui on travaille depuis des années, mais je vois France Répit effectivement qui est là et qui prendra la parole tout à l'heure. Je vois effectivement des initiatives qui sont faites et qui sont prises par des startups très intéressantes. Et nous, au sein de Bayard, on a Alphonse, effectivement, qui est une des réponses à apporter. Et donc, ça, il faut flécher. Et puis ensuite de ça, les entreprises, elles sont pragmatiques à partir du moment où, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un quart de leurs salariés, elles vont se saisir du sujet parce que c'est un enjeu financier. Donc, elles ne vont pas avoir le choix. Il y a la culture d'entreprise, mais ce n'est pas seulement par charité aussi qu'on le fait, c'est aussi par pragmatisme parce qu'on a besoin de ces salariés et qui sont en plus très compétents, souvent qui ont
une valeur ajoutée par rapport aux autres. Ça, c'est vrai que c'est pas seulement... C'est vrai qu'on les voit souvent comme une charge, et je pense que peut-être beaucoup d'employeurs se disent, bon, il va falloir que je m'en occupe, zut. Il faut comprendre aussi qu'il y a les compétences des aidants qui font qu'on peut vraiment se reposer sur eux et qui sont une valeur pour les entreprises. C'est pas simplement un... C'est pour ça que ce que disait Amélie Vatelet, et qui est souvent repris aussi par Valérie Decaux de La Poste, c'est qu'il faut former tout le monde dans l'entreprise. Parce que généralement, on a la fâcheuse tendance à adresser le sujet et en le laissant, j'allais dire, dans la communauté concernée. Et en fait, par capillarité, il faut impérativement que tout le monde soit formé, à commencer par les managers, à qui, je le sais, on demande déjà beaucoup. Donc ce n'est pas forcément simple, mais... Tout de même, il faut qu'il y ait des notions, j'allais dire, de compréhension de qui on parle. Et il y a, et c'est pour ça que les campagnes qui sont faites sont importantes, un souci d'incarnation qui est très importante. C'est qu'il faut que aussi, à la tête de l'entreprise, que tout le monde se sente concerné sur ce sujet. Ouais. Docteur Crolac-Salmon, vous allez nous apporter peut-être un regard un peu plus médical sur le sujet, parce qu'il y a un vrai enjeu de santé pour les aidants. Vous êtes neurologue, vous êtes gériatre, donc vous côtoyez beaucoup de malades et leurs familles. D'abord, qu'est-ce que vous avez envie de nous dire sur l'importance et le rôle de ces aidants en fait, que vous côtoyez très régulièrement? Bonjour, merci de l'organisation de cette journée, je suis très heureux d'être là. Alors en complément, l'entreprise fait beaucoup, et d'abord les grandes entreprises, pour reconnaître le statut de l'aidant, dédier du temps. Toutes les actions que vous citez sont fondamentales. On a besoin à côté de ça, bien sûr, au niveau sociétal, de reconnaître le statut de l'aidant, et comme le disait Sybille Lemaire, de concevoir des solutions pragmatiques qui vont jalonner un parcours de l'aidant. On parle de parcours de soins, et il y a un véritable parcours de l'aidant qui est handicapé par des solutions de continuité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de liant dans ce parcours de l'aidant. Et d'un point de vue médical et d'un point de vue d'un acteur de soins, je peux égrener un petit peu les grandes étapes de ce parcours de l'aidant. Ça commence par une longue période d'errance diagnostique. Et là, on peut imaginer des aides, des solutions. Cette errance diagnostique, c'est une vraie douleur pour les aidants. C'est-à-dire, c'est tout ce moment-là où l'aidant et le futur patient ou la personne âgée vont subir des modifications de santé, de comportement, de statut cognitif, sans que ce soit reconnu par le système de santé, le système médico-social. Et c'est une période qui peut être très longue et très douloureuse. Et je voudrais citer des actions très pragmatiques. La Poste en fait partie. C'est des systèmes de repérage des fragilités dans le vieillissement. Une solution qu'on appelle ICOP, qui vient de l'Organisation mondiale de la santé. La Poste participe, nous participons pour aller repérer les fragilités de mémoire, de nutrition, non seulement chez les personnes aidées, mais aussi chez les personnes aidantes. Et ça, c'est très important qu'on travaille cette période d'errance diagnostique, de repérage des facteurs de risque. Et là, on peut aller très pragmatiquement sur le terrain pour aider. Il y a aussi, je parlais des fragilités de l'aidant, il faut savoir, je pense que vous l'avez en tête, cette surmorbidité, surmortalité de l'aidant, qui est encore mal reconnu par le système de santé. C'est un isolement social. Ce sont des troubles du sommeil. Tout ça, c'est démontré par les études. Ce sont des troubles anxieux, de la dépression, une augmentation du taux de suicide. Et surtout, enfin je dirais en complément, un moindre accès au diagnostic et aux soins. C'est-à-dire que c'est un retard diagnostique pour les cancers. C'est un retard diagnostique pour les maladies cardiovasculaires. Cet isolement fait que l'aidant va moins consulter. 20% des aidants passent plus de 20 heures d'aidance par semaine. C'est énorme. Et tout ce que fait l'entreprise, bien sûr, c'est fondamental, mais ça ne suffira pas si les pouvoirs publics, si le système de santé et de parcours de cet aidant ne se consolide pas et ne reconnaît pas toutes ces étapes. Un quart des aidants ne bénéficient pas, enfin des couples aidants aidés,
ne bénéficient pas d'aide professionnelle. Donc c'est assez dramatique. Donc voilà, ce moment du diagnostic, du repérage des facteurs de risque pour le couple aidant-aidé est très important. Ensuite, il y a ce parcours de soins, ce parcours de santé, ce parcours médico-social qui est riche en France. Enfin, quand on se compare aux autres pays européens, franchement, on bénéficie d'une boîte à outils et d'outils qui sont extrêmement intéressants et très riches. Seulement, il y a un problème de liant, il y a un problème de compréhension des méandres des aides sanitaires et médico-sociales, qui sont, je peux vous citer des acronymes, hein, PASA, ESAD, MAIA, EMG, etc. C'est incompréhensible, c'est déjà difficile pour les acteurs de santé, et donc là, on a un besoin de... Et là, on travaille... chez nous, les acteurs privés, mais les acteurs publics aussi, on travaille sur cette notion de care management et de case management. C'est-à-dire qu'il va falloir, on a commencé un petit peu avec les MAIA, avec les maisons de l'autonomie, il va falloir qu'on essaye de faire un peu comme le Québec, c'est-à-dire qu'il y a un regard, qu'il y a une personne qui aide les aidants à à évoluer dans ce parcours qui est extrêmement complexe. Ça commence par de l'explication, des soutiens psychologiques, comprendre la maladie ou le handicap de la personne, comprendre les changements cognitifs comportementaux, comprendre le pronostic, comprendre la gestion des urgences, peut-être de la fin de vie. Donc il faut qu'on trouve une solution pour qu'un couple aidant-aidé bénéficie d'une personne, d'un temps dédié, d'une personne qui va l'aider autant au niveau des solutions sociales, de l'aide sociale, que de l'accès aux soins, du monde sanitaire, de l'aménagement du temps de travail, etc. Et ça, c'est sûr que ça peut coûter à la société, mais ça va beaucoup rapporter, hein, si on est un petit peu pragmatique. Si on égrène encore ces moments, si je peux prendre un petit peu de temps, c'est anticiper, on parle beaucoup de la fin de vie, c'est anticiper ces moments de fin de vie. Quand on voit arriver la fin de vie, pour un couple aidant-aidé, c'est très stressant. Et là, il y a finalement assez peu d'aide. Pour expliquer, peu d'aide psychologique. Et cette anticipation va permettre de mieux vivre ces moments de fin de vie. Et là, on n'y est pas. Et puis, autre solution, en préparant ce moment, j'avais envie de citer ces aidants experts. On parle de patients experts. Et l'hôpital, les associations, les acteurs privés aussi, travaillent sur cette notion d'aidants experts. On a besoin des aidants pour revisiter tout ce parcours de soins. Chez Méis, on a rencontré notre aidante expert qui est irlandaise, hein, qui s'appelle Mary Vasecki, et qui est aidante de sa fille, malheureusement, qui est décédée d'une maladie très rare, sclérose tubéreuse de Bourneville, qui est une maladie neurologique et systémique. Et Mary s'est portée bénévole pour nous aider, pour revisiter toutes nos actions dans le groupe, du domicile, dans les cliniques de santé mentale, dans les maisons de retraite, pour, avec son regard d'aidant, nous dire, bah là, vous faites bien, mais si vous faisiez ça de façon complémentaire, ça pourrait aider beaucoup les aidants. Et ça, c'est indispensable, même dans l'entreprise. Des aidants experts peuvent être utiles. C'est vraiment un acteur qu'il faut qu'on privilégie pour l'avenir. Mary fait partie de notre commission médico-soignante du groupe, officiellement. Elle fait partie du conseil scientifique du groupe et elle fait partie du conseil éthique du groupe. Donc on attend son regard pour revisiter nos actions et nos programmes. Donc voilà, c'est un peu citer les grands... J'ai pas pu tout citer, mais ce parcours de l'aidant doit être revisité par les pouvoirs publics, par les acteurs de la prévoyance, les grandes entreprises et par nous tous finalement. Effectivement, c'est intéressant de développer ces différents temps parce que souvent on pense au moment vraiment de la crise, c'est-à-dire au moment de la fin de vie, au moment où la personne est vraiment très malade et en fait souvent ça dure des années et puis en plus parfois un enfant va prendre le relais d'un parent malade. Donc vous parliez de l'isolement.
Mais ce dont vous m'avez parlé aussi, c'est un autre mot, je pense, et là, ce qui est très fort pour les aidants, c'est la culpabilité. On se sent coupable parce qu'on se dit quand on est au travail, on n'est pas là pour son aidant. Quand on est avec son aidant, on n'est pas là pour le travail. Comment est-ce qu'on accompagne aussi les aidants dans ce sentiment et puis en plus dans cet écueil dont vous parliez, qui est celui de l'aidant soignant, c'est-à-dire qui voudrait être sur tous les fronts et qui du coup parfois serait peut-être même tenté de lâcher son travail en fait, parce que ça on le voit chez beaucoup de femmes notamment. On se dit bon, en fait j'y arrive plus, je me sens plus à la hauteur au travail, je suis pas aidée, je m'en sors pas, bon bah je démissionne, je prends une retraite anticipée et donc du coup bah là c'est une carrière qui est sacrifiée et puis même pour leur santé mentale, voilà, on se retrouve soignant de son aidé. Oui, nous avons parlé hier de cette jeune fille que j'ai rencontrée qui était aidante de son père, isolé, qui n'avait plus de compagne, père atteint d'une maladie d'Alzheimer. Et cette jeune fille avait arrêté son travail pour s'occuper de son père, avait rompu avec son petit ami, elle était totalement isolée socialement. Et en tant que médecin, j'avais beaucoup de mal à la sortir de cette situation, à l'encourager à sortir de ce rôle de soignant. C'est-à-dire que l'aidant, pour compenser cette culpabilité, pour compenser ce vide finalement, eh bien, va s'engager dans un rôle de soignant. Et puis la société voit ça d'un bon oeil, parce que c'est toujours ça de gérer par les aidants. Et en fait, ce rôle de soignant et cette relation nouvelle qu'elle avait construite avec son père n'était pas une relation de fille à père, mais un rôle de soignant, la toilette, etc. Et comme médecin, j'étais vraiment démuni pour essayer de la sortir de ce rôle. Et c'est finalement la psychologue du service. Et là, c'est du temps dédié, c'est beaucoup de temps dédié par le système de santé qui doit être alloué à ce temps, à cet échange avec les familles pour leur dire mais restez dans votre rôle, entre guillemets, de famille, d'enfants, de compagnons, de compagnes, et ne vous précipitez pas vers ce temps soignant qui est toujours un petit peu nécessaire finalement, mais ça peut être très délétère pour la personne aidée et pour la personne aidante. Et finalement, ce temps psychologique, il n'existe pas. Là, moi, je travaillais dans un grand CHU, on avait quelques moyens pour allouer ce temps d'aide psychologique, mais finalement, la grande majorité des aidants n'en bénéficient pas. Et ça, c'est un travail que nous devons mener, effectivement. Et vous évoquiez les femmes. On célèbre actuellement Octobre Rose. Je voudrais dire un mot, parce que M. Val l'a évoqué. Les aidants sont en majorité des aidantes pour des raisons très précises. Une compagne va aider d'abord son compagnon. Pourquoi ? Parce qu'il y a une différence d'espérance de vie sans incapacité qui est d'environ 2 ans après 65 ans. Et les hommes vont être en incapacité plutôt que les femmes. C'est cette espérance de vie sans handicap ou sans incapacité. Donc, mathématiquement, il y a plus de compagnes aidantes. Et puis, la société, les traditions, les cultures, le patriarcat font que les filles vont aider beaucoup plus les pères ou les mères. Et donc, il y a une charge pour les femmes. Et cet exemple de cette jeune fille qui aidait son père, qui était isolé socialement, est éloquent, parce qu'il faut aussi qu'on considère ça, qu'on reconnaisse cette charge plus importante pour les femmes. Et comme on célèbre Octobre Rose qui encourage le repérage du cancer du sein chez la femme, voilà, je voulais dire un petit mot là-dessus. Sybille Lemaire. Alors c'est un sujet qui, ceux qui me connaissent savent, je suis très investie sur ce sujet, parce que l'impact derrière ça, c'est que c'est au risque que les femmes qui déjà sont en retrait d'un point de vue professionnel au moment de l'arrivée d'un enfant et de la garde des enfants, qui très majoritairement, en tout cas, abondent du côté d'un temps partiel, le refassent une deuxième fois au moment où il faut s'occuper d'un parent. Donc on parle souvent de carrière hachée, de temps partiel, etc. Regardons les chiffres attentivement. 30% des femmes qui passent actuellement à la retraite en France touchent moins de 890 €. Donc ça, j'allais dire, c'est une problématique sociale
qui existe, et au risque qu'il s'accroît, il y a un besoin, là aussi, de sensibilisation sur ce sujet, parce que le couperet risque d'être lourd, parce que non content de gagner moins, ce que dit Pierre est très clair, c'est que normalement, nous devrions anticiper le fait que l'on va devoir financer 6 années de vie supplémentaires, puisqu'on vit plus longtemps. Donc vous voyez bien que la logique, là, n'est pas la bonne. Donc il faut vraiment faire attention sur ces choix. Je ne dis pas quel choix doit être apporté, mais j'apporte quand même une sensibilisation sur ce sujet, où les femmes sont effectivement en première ligne de cette transition démographique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et je suis en rebond de ce que dit Pierre, c'est qu'on parle souvent de la problématique intergénérationnelle dans l'entreprise. Bon, sans que vraiment personne ne comprenne très bien de quoi on parle, parce que faut quand même pas avoir vécu depuis longtemps dans une famille pour s'apercevoir que bon, ça se passe plutôt correctement. Et je pense moins que l'entreprise va avoir un souci à articuler une dynamique d'équipe entre une personne plus âgée et une personne plus jeune. Ce qui va être beaucoup plus compliqué, c'est d'articuler une organisation du travail avec des personnes qui vont être sur des étapes de vie et donc de temps différents. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué à organiser. Amélie Vatelet, est-ce que ça se confirme dans le profil des aidants que vous avez repérés, ceux qui se sont déclarés? Est-ce que voilà, il y a aussi une majorité de femmes, ça correspond Définitivement, 75%. D'accord. 75%, donc c'est évidemment massif. Et quand on regarde les typologies de profils aidés, 50% sont des ascendants et pour le reste, conjoints et enfants. Ouais. Voilà, donc on voit un petit peu la répartition et effectivement on fait absolument le même type de constat et il y a une vraie vigilance à avoir par rapport à cela. Et puis je ne peux pas résister à évoquer un sujet qui est un sujet important parce que comme on le disait précédemment, il y a beaucoup d'adhérence entre les sujets et le besoin en particulier pour les femmes de travailler sur une dimension qui est celle de l'éducation financière. Je sais qu'en l'évoquant, Sybille ne me contredira pas et je pense que ça aussi, dans le registre de la prévention et de l'éducation, sur tous les registres, évidemment, de santé, mais aussi d'éducation financière, ce sont vraiment, à notre sens, des sujets sur lesquels il faut accompagner les collaborateurs parce que là aussi, il y a des ressources à mobiliser, mais à anticiper. Et là, malheureusement, c'est un fait historique. Les femmes sont moins bien équipées que les hommes, dans un pays qui, d'ailleurs, statistiquement, est bien moins équipé que d'autres pays du monde, notamment en Europe. Est-ce que, Sybille Lemaire, vous voulez dire un mot peut-être de cette éducation? Parce que je ne sais pas si ça parle à tout le monde, la question de l'éducation financière. Déjà, peut-être faire le constat de cet écart qui existe entre les hommes et les femmes. Deux choses en rebond. Ce qu'il faut bien comprendre au club, ce qu'on fait, c'est essayer d'écouter les bruits profonds de la société et essayer de faire émerger ces sujets qui sont présents dans l'entreprise et donc sur lesquels on a en fait une conscience personnelle de tout à chacun et qu'on a besoin de faire émerger. On a besoin de le faire émerger parce qu'on a besoin d'écrire un nouveau récit social. Donc Astrid Panosyan-Bouvet, ministre qui nous accompagne depuis longtemps sur ces sujets qui devaient être présentes ce matin, parle effectivement de sensibilisation à ces sujets de façon tout à fait remarquable. Je vous invite, demeurant, à regarder le discours qu'elle avait fait au CESE pour la journée sur les aidants l'année dernière et qu'elle a fait avec beaucoup d'émotion. C'est un sujet qu'elle connaît particulièrement bien. Donc pourquoi l'éducation économique et financière? Tout le monde me regarde en me disant mais pourquoi? Eh bien pourquoi? Parce que en fait, si on reprend le sujet avec une focale un tout petit peu élargie, tous les sujets que nous convoquons ce matin, c'est le fait que notre société est en train de bouger et elle bouge très vite. Fondamentalement, on est un pays qui est en train de vieillir, on vieillit vite. C'est pas le fait de la France, c'est la question qui est aussi posée au niveau européen. Et les sujets que ça vient traverser dans l'entreprise, nous, on a essayé de les catégoriser en 4 grandes parties. La discrimination liée à l'âge,
Donc c'est la charte d'engagement qu'on a mis en place avec un index derrière. On a très vite repéré qu'il y avait un sujet du côté de la santé, et notamment de la question de la santé mentale, et la question des aidants est apparue de façon très claire au sein de l'entreprise. Il y a un sujet qu'on abordera qui est celui de, j'allais dire, le droit à l'éducation à tout âge. C'est le sujet de la formation. On est très en retard sur la formation en France au regard des autres pays européens. Et puis, il y a la question de l'éducation économique et financière. Parce que tout compte fait, dit un peu rapidement et au risque de peut-être de choquer, mais sur la question de la retraite, est-ce vraiment la question de à quel âge je pars? Je mets de côté, bien évidemment, tous les métiers de grande pénibilité. Mais est-ce vraiment j'allais dire, à quel âge je pars plutôt qu'avec combien je pars? Parce que ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, c'est que les personnes qui partent à la retraite sont amenées à vivre 20, 25 ans, 30 ans sans travailler. Donc il y a la question de travail, comment est-ce qu'on peut la rapprocher sur la question en fait d'une activité, j'ai envie de dire, qui doit être en continu, donc ça, c'est aussi un sujet. Mais se projeter dans cette vie-là demande effectivement d'avoir une question plus forte sur l'éducation économique et financière. Et c'est un sujet qui, alors là, est totalement tabou en France, l'argent. C'est un sujet qu'on n'évoque pas à l'école et qui, malheureusement, n'est pas tellement encore évoqué dans l'entreprise. Et moi, je pense qu'il y a un objet qui fédère, c'est le programme que nous lançons, effectivement, sur l'éducation économique et financière, sur lequel nous avons un média qui s'appelle Vive Média. J'en parle d'autant plus librement qu'il est accès, tout le monde peut en avoir accès gratuitement, donc inscrivez-vous surtout. Et sur cette question-là, je pense qu'on n'est pas totalement au bout. Il y a quelque chose de très concret, ça s'appelle une fiche de paie que nous recevons tous. Et je trouve intéressant de lancer le programme qu'on a testé dans une entreprise que nous connaissons bien, qui est L'Oréal, où en fait, vous travaillez sur cette fiche qui est en fait un peu votre carte du tendre, j'allais dire, sur les questions de santé, sur les questions de retraite, sur la question des impôts. Beaucoup de sujets sur lesquels on a une immense difficulté à articuler une pensée. Et qui permet en fait de faire des choix éclairés sur des décisions de temps de travail et puis qui permettent aussi aux entreprises, à ce moment-là, de mobiliser les collaborateurs et d'exprimer tout ce qu'elles font. Parce que Valérie Decaux, qui est devant moi, qui va bientôt prendre la parole, Amélie Vatelet, qui est ici présente, mais l'ensemble des DRH du club font déjà énormément. Et moi, je suis estomaquée du nombre de dispositifs que les entreprises ont déjà mis en place. Mais il y a une question de pédagogie de ces sujets qui sont peut-être parfois trop mal compris par les collaborateurs. Et oui, il y a quand même un moment ou un autre, le nerf de la guerre, comme disait l'autre, c'est aussi l'argent. Bien sûr. Est-ce que sur ça, on ne peut pas imaginer aussi qu'il y aurait peut-être un référent, alors peut-être sur la question financière, mais de même qu'il y a un référent, on peut imaginer un référent, il y a le référent handicap dans les sociétés d'une certaine taille, il pourrait y avoir un référent aidant, peut-être tous ces sujets étant un petit peu en plus interconnectés, est-ce que parfois simplement identifier une personne, ça pourrait être déjà un premier levier, je dirais, qui n'est pas trop difficile à mettre en place a priori pour des entreprises qui seraient peut-être un petit peu frileuses ou un petit peu perdues sur la façon d'agir. Alors moi, vous prêchez un peu une convaincue. Je pense que, en fait, il faut regrouper les sujets parce que sinon on est un peu submergé par tous ces sujets. Ce qui est important, c'est de se dire que collectivement, nous vieillissons. C'est Hannah Arendt qui nous disait ça. Le progrès et la catastrophe sont l'avers et le revers d'une même médaille. Alors déjà, réjouissons-nous parce que les progrès de la médecine nous ont donné de vivre 10 années de plus en 50 ans. D'accord ? Parce que dès qu'on parle de ces sujets de transition démographique, on a la fâcheuse tendance en France à les considérer comme des problématiques de financement de la dépendance, problématiques des retraites, les danses. Enfin, on accumule les sujets et ce qui fait la capacité de projection des jeunes dans les solutions
n'est pas encore tout à fait présente. Vous leur parlez de la transition écologique ou de la transition digitale. Là, il y a massivement un intérêt des jeunes sur ces sujets. La mal-aimée des transitions reste quand même la transition démographique. Donc, il est important de remettre ça et de se dire qu'en fait, il faut, 1, une sensibilisation, 2, une mobilisation, 3, que les personnes puissent aussi se projeter dans ce qui doit être de l'innovation, parce que les étapes de vie sont en train de changer. Regardez, moi, j'ai 50 ans, j'ai été éduquée par mes parents avec cette idée de je nais, je grandis, je m'éduque, je travaille, j'arrête de travailler et je meurs. Grosso modo, c'était à peu près ça. Avec, si possible, une position un peu ascendante. Bon. Bah, aujourd'hui, c'est pas du tout ça, et c'est ce que nous disent les jeunes, et c'est pour ça que les entreprises sont disruptées, parce que les jeunes vous disent, bah écoutez, en fait, je vais organiser mon temps de travail, et tant mieux, de façon en étape de vie. Et ce qui est très étonnant, c'est que les 10 années supplémentaires, si je faisais un test là, vous les avez déjà dans votre tête en vous disant je vais les gagner à la fin de ma vie. Bah, c'est écrit nulle part, ça, en fait. Non, on a fondamentalement une question collective à se poser, c'est ça veut dire quoi vivre 100 ans? Vos enfants, dans cette salle, très probablement vivront 100 ans. Donc, comment est-ce que je réorganise ma vie personnelle, professionnelle, sentimentale, de santé, sur tous ces sujets-là? Donc c'est formidable et je me réjouis que nous l'organisions et y travaillions ensemble. Docteur Krolak-Salmon, vous vouliez réagir? Oui, sur la question du référent, de l'accompagnement, sur la durée, je pense que c'est vraiment un sujet extrêmement important à réfléchir et peut-être à se partager entre les acteurs. Le monde de l'entreprise, les associations qui font un travail extraordinaire. France Alzheimer dans le domaine du vieillissement cognitif, et France Parkinson, etc. Et peut-être un complément par les pouvoirs publics. Mais si on se partageait ce rôle-là, sans faire peser tout sur l'État, et je pense que ce serait vraiment intéressant. Ce moment d'échange, de pédagogie, d'accompagnement est déterminant. C'est pas pour rien que la Haute Autorité de Santé, il y a quelques années, a émis des recommandations sur l'accompagnement d'une annonce d'une maladie chronique grave. Et je peux le dire que le monde médical ne s'en empare pas comme il faut, parce que les médecins n'ont pas le temps, en fait, d'allouer ce moment d'accompagnement pour le couple aidant-aidé. Et on a besoin de psychologues, mais tous les centres n'ont pas de temps de psychologue. On n'a pas parlé quand même de la crise du système de santé quand même en toile de fond qui rend pas... Et je pense que si on peut se coordonner, monde de l'entreprise, le privé, les associations, l'État, on peut peut-être offrir ce moment, ce référent qui accompagne les personnes sur la durée. Oui, il faut vraiment que le monde politique de l'entreprise, c'est vrai que c'est pas l'entreprise qui peut aussi porter toute seule sur ses épaules tout ça, évidemment, elle a un rôle à jouer. Mais à minima, je me permets de rebondir, le référent CARE, ça c'est quelque chose qu'on a mis en place, et d'ailleurs Sonia Dutot est dans la salle, on y croit beaucoup parce qu'effectivement ça permet aux gens d'identifier une ressource, d'être guidés, d'être accompagnés, d'être orientés sur les bons dispositifs et de pouvoir effectivement interconnecter les différentes problématiques, et ça définitivement c'est quelque chose on croit beaucoup, c'est pragmatique et ça fonctionne. Eh ben, merci à tous les trois. Je crois qu'on on va prendre des questions. Il y a pas mal de questions. Bonjour à tous, je me lève. Donc, je m'appelle Charlotte Jourdan, je suis fondatrice et directrice de l'association Des Millions d'autres. Je suis aussi une maman aidante. Donc, je suis maman aidante de mes 2 petits garçons qui sont des jumeaux et qui ont aujourd'hui 18 ans. Donc, je pourrais être une aidante expert, effectivement. Mon objectif à moi, c'est d'avoir une vision à 360, entreprise, décideurs politiques et grand public. Et j'aimerais vous soumettre une idée, c'est-à-dire que si on modifiait les 6% de l'OETH, donc l'obligation des travailleurs handicapés pour les entreprises, et qu'on incluait des travailleurs fragilisés et donc les aidants, est-ce que vous pensez que ça aiderait les entreprises à s'investir un peu plus? C'est une des solutions. Je peux me tenter de me lancer. Ouais, je trouve que c'est pourquoi pas, c'est une idée. On en revient au sujet de la mesure. Je ne sais pas si c'est le bon dispositif. Voilà, je ne suis pas nécessairement suffisamment sachante pour répondre à ça. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que la mesure
Et le fait que cette mesure, elle soit publique, ça met les entreprises en situation, en mouvement. Et ça, je trouve que c'est très positif. Quand tout à l'heure, j'évoquais le fait que de notre côté, nous mesurons et nous publions et nous partageons, c'est une manière de montrer aux collaborateurs notre engagement réel et encore une fois, dans un cercle vertueux, de créer la confiance et donc l'activation des dispositifs. Donc voilà, pourquoi pas des choses à réinventer autour de ces dynamiques-là. Mais je pense que voilà, la mesure, la rendre visible, c'est en tout cas le nerf de la guerre, absolument. Merci, bonjour. C'est plutôt pour apporter un témoignage, un autre point de vue à la réflexion que Madame le maire a faite sur les étapes de vie. On arrête de travailler, on meurt. À l'époque, c'était pas du tout ça. C'était dès la jeunesse, on nous disait il faut économiser pour les vieux jours, parce qu'on savait qu'on n'aurait plus de revenus, qu'on allait sûrement être un petit peu malade ou un petit peu handicapé et qu'on ne pourrait compter que sur nous-mêmes. Mais effectivement, ce qu'on a vu, c'est la cassure dans l'éducation en 1968, sur tous les plans. Bonjour, Fabrice Vallée. Je suis un jeune entrepreneur de 56 ans. Je viens de créer une start-up qui s'appelle Famille Relais pour aider au quotidien les aidants. Parce que, Madame Wathelet, vous dites très bien, et vous faites énormément de choses chez AXA pour aider les aidants à devenir aidants, avec du conseil, avec des assistantes sociales, pour pouvoir vider son sac, avoir des jours aidants, parce que 5 jours, 10 jours, 15 jours, selon les entreprises, ça peut être génial. Mais comme le dit Sybille, c'est 365 jours par an. Donc qu'est-ce qu'on fait au quotidien pour aider les aidants dans les tâches du quotidien qui sont comment on les aide à accompagner chez le médecin, à remplir le frigo, à faire le ménage, à trouver les bons prestataires, etc. Merci. Moi, je peux simplement illustrer effectivement sur le fait que ça fait partie, je dirais, des conseils qu'on peut apporter. Alors effectivement, on ne peut pas se substituer en tant qu'entreprise à toutes les problématiques, hein, c'est un fait. Alors là, je peux mettre la casquette de l'assureur un instant. Entourage, typiquement, propose parmi ces garanties ce type d'accompagnement et ça fait partie des dispositifs très concrets, hein, effectivement, autour, par exemple, de l'avenue au domicile, de la prise en main du ménage, effectivement, de ce type de prestations. Donc, il y a des modalités d'assurance. Et effectivement, parmi les conseils que l'on peut donner, c'est quand même cette prise de conscience collective et individuelle du fait que s'assurer, c'est aussi une possibilité de se protéger et d'être mieux accompagné quand, en tant qu'aidant, on est confronté à la situation. Donc, c'est là que, à mon sens, les différents dispositifs doivent se compléter, des pouvoirs publics, des grands acteurs comme les assureurs et des employeurs. Et je pense qu'effectivement, aucun des acteurs n'a toutes les réponses de manière packagée, mais qu'il faut accompagner les individus dans ce chemin pour trouver au mieux leur voie et effectivement s'équiper au mieux pour pouvoir répondre à ces besoins du quotidien. Vous avez raison de le souligner. Oui, bonjour, je m'appelle Marie-Sylvie Oskoutoff, je suis aidante d'un frère et d'une sœur handicapés. Et j'ai aussi été aidante. Ça marche pas. Oui, ça fonctionne. Donc je répète, je suis Marie-Sylvie Oskoutoff, aidante d'un frère et d'une sœur handicapés, et j'ai été aussi aidante de maman qui a eu Parkinson et de papa Alzheimer. Donc voilà. Donc en fait, je vous écoute avec attention à propos du référent aidant. Je trouve que c'est une excellente idée, mais par contre, excusez-moi l'émotion, je n'ai pas l'habitude de parler en public. En fait, je trouve que c'est une très bonne idée, mais je pense qu'il faudrait créer peut-être une formation validante, et peut-être au niveau de l'éducation nationale d'ailleurs, qui pourrait être reconnue par l'État et qui permettrait justement, dans les entreprises, d'avoir
comment dire, des personnes, parce que là on utilise bien en effet l'expérience des personnes qui sont aidantes dans les entreprises, hein, on est très preneurs, mais en fait je pense qu'une formation validante serait très intéressante et permettrait justement d'avoir des experts au sein des entreprises qui soient salariés et non pas uniquement des bénévoles, parce que bénévolement c'est vrai qu'on est très sollicité, mais disons qu'après on travaille à temps partiel à côté, mais voilà, donc il faut trouver un juste équilibre entre avoir une vie professionnelle assez équilibrée et voilà, et la reconnaissance de cette expertise des dents. Voilà. C'est important que vous citiez ce mot expertise, expert, parce que c'est tellement complexe qu'il y a besoin d'une formation, effectivement. Ça a été testé dans le cadre de ces dispositifs qu'on appelle les MAIA, Maisons pour l'autonomie, l'intégration des personnes âgées ou victimes d'Alzheimer au début, puis finalement ça a été élargi à la dépendance. Ce sont des travailleurs sociaux ou sanitaires qui ont été formés à cette gestion de cas complexes dans ces MAIA. Infirmiers, aides-soignants, assistants sociaux, etc. Mais on n'a pas, je dirais qu'on n'a pas été jusqu'au bout de l'idée. On n'a pas transformé l'essai parce que ça c'est réservé à des cas complexes. Donc qu'est-ce qu'un cas complexe ? Moi je dirais que toute personne qui est victime de maladies neurodégénératives, d'un handicap complexe, finalement, nous, médecins, nous disions, mais tous les cas sont extrêmement complexes quand il faut gérer l'accès au monde médico-social, l'accès au monde sanitaire, les médecins libéraux, les hôpitaux, etc. C'est un enfer. Donc tout cas est complexe, mais finalement, on n'a pas pu aller plus loin. Mais je pense que cette idée de formation, quel que soit le contexte, l'entreprise, les associations, les postes plutôt dans la sphère publique, c'est une très bonne idée d'imaginer une formation transversale pour toute personne volontaire pour cette mission. Bonjour, Anne-Valérie Sordel, groupe Orange. Je suis donc très mobilisée sur les sujets au niveau du groupe sur la partie senior. Donc déjà un immense merci et sur les problématiques du CARE et autres. Donc je trouve cette table ronde et la journée va être très très riche, j'en doute pas. Vous avez parlé, je vais rebondir sur ce que vient d'évoquer Madame. Alors on parlait d'une certification, mais vous avez évoqué Sonia Dutot qui a mis en place un référent CARE chez vous, AXA. Question, comment avez-vous fait ? Comment vous l'avez mis en place et vous en avez combien ? Et aujourd'hui, comment ça se passe en fait ? Vous les avez identifiés comment vous les avez formés en interne, j'imagine, avec peut-être de l'aide, pour avoir une bonne pratique. Sonia, où êtes-vous ? Sonia est là. Voilà, Sonia, hop là, voici, tu nous vois. Et donc, écoute, dans chaque entité du groupe AXA, en France et à l'étranger, puisque c'est un programme qu'on a désormais étendu dans l'ensemble du monde, on a effectivement à minima un référent CARE. Donc Sonia, vous l'avez compris, est notre référent pour AXA France. Elle appartient aux équipes RH. Elle appartient à l'équipe en charge de l'inclusion et de la diversité. Elle travaille de manière, je dirais, multi-spécialisée autour de toutes les thématiques et elle fait le lien avec, évidemment, toutes les parties prenantes qui comptent autour de ces thématiques-là. Donc, par exemple, notre coach ici présente, Sylvie Leroy, avec évidemment les équipes du service de santé au travail, notre assistante sociale. Évidemment, la formation joue un rôle clé. C'est important d'accompagner les référents CARE sur toutes ces thématiques. Tout à l'heure, je l'ai évoqué, mais dans le cadre de notre politique plus large qui va au-delà de la thématique des aidants, il y a aussi, par exemple, la thématique des violences intrafamiliales, qui est un sujet lui aussi tout à fait sensible. Et je l'évoque pour tout simplement souligner le fait que pour être référent CARE, il faut vraiment être formé sur chacune de ces thématiques de manière précise et détaillée pour être au rendez-vous et effectivement accompagner bien évidemment le mieux possible les collaborateurs sur le terrain. Je vais m'arrêter là, mais n'hésitez pas à nous contacter, Sonia en particulier, elle va tout vous raconter dans le détail. Sachant que le groupe Orange fait aussi partie du club Landois, donc l'accès devrait être facilité. Je vais devoir effectivement conclure. Ce que je voulais dire en fait sur, et c'est ce qu'on voit à la Poste et chez AXA, c'est que le sujet, pourquoi il fonctionne, en tout cas de ma perception, c'est que le sujet est sorti de la problématique RH. Ce sont les dirigeants eux-mêmes qui se sont saisis de ce sujet en disant « j'en fais un sujet d'ordre 1 ». Philippe Val, qui a un emploi du temps que nous connaissons,
a pris le quart d'heure ce matin et ça m'a valu 2 minutes d'échange avec lui. Le sujet est un sujet qu'il porte lui. Alors il a des équipes extraordinaires, mais c'est lui qui porte le sujet. Chez AXA, lorsqu'on a fait la charte d'engagement vers les collaborateurs et collaboratrices, c'est Thomas Buberl qui l'a signé pour l'ensemble des filiales d'AXA. Alors une fois qu'il y a ça, ensuite, c'est quand même un tout petit peu plus simple pour les collaborateurs et collaboratrices que d'arriver avec des programmes. Donc bravo. Merci beaucoup à tous les quatre. On peut les applaudir encore. Merci infiniment. On continuera bien sûr les échanges.